Attila se promène dans une barque guidée par son professeur Onégèse le Grec sur les canaux de Ravenne. Deux esclaves rament lentement. L'eau est partout. Les vagues salées de la mer se mélangent avec des eaux douces, apportées par un bras du Pô qui coupe la ville en deux et par des canaux. Mais leurs courants sont paresseux. Ils sont souillés par la vase. Onégèse évite soigneusement ceux des canaux qui sont trop pollués par les déjections des égouts. Le prince regarde avec une grande surprise les maisons bâties sur pilotis, la plupart en bois. C'est un quartier tout neuf. Ravenne est la capitale impériale depuis seulement 4 ans. On a construit hâtivement les édifices indispensables et des logements. C'est dommage que la capitale ne soit plus à Rome ou à Milan mais dans cette petite ville entourée de marais. Onégèse tue un moustique et soupire. Ces bêtes, qui me transpercent les oreilles, sont particulièrement désagréables le soir et m'empêchent de dormir. On entend le coassement des grenouilles, les bruits des chantiers et les cris des ouvriers. L'odeur des peintures fraîches se mélange avec la fadeur des terres marécageuses. C'est vrai que cet endroit est assez triste, continue Onégèse. Moi-même, j'aimais regarder des hauts rochers les beaux couchers de soleil sur la mer Égée. Je suis né libre. Mais comment es-tu devenu esclave ? Demande Attila. Pendant une invasion des Goths. Notre ville a été prise, mes parents ont été tués. J'ai été acheté avec mon frère Scotta, il y a 10 ans, par un marchand d'esclaves, chez mon vieux grand-père qui restait seul. J'avais 10 ans. Vous avez été vendu par votre grand-père, s'exclame le jeune bouleversé. Il était malade et seul, répond calmement Onégèse. C'est moi qui ai proposé qu'il me vende car il n'existait aucune autre solution. Notre pays était complètement dévasté. J'ai pu heureusement continuer ma formation et je n'ai pas été séparé de mon frère d'après les clauses du contrat de vente. Attila sait que les Goths sont venus en Grèce poussés par les Huns qui ont passé le Danube gelé par la glace pendant l'hiver 395. Il se souvient que sa naissance en cette année victorieuse a été considérée comme un bon présage de sa future gloire militaire. Plus personne ne parle, on évite même de se regarder. Il croise une barque transportant une ancienne statue en marbre provenant certainement de Rome ou de Milan. Impressionné par ce récit triste de son jeune et savant professeur, Attila réfléchit et parle lentement. Je m'étonne du nombre d'esclaves chez les Romains. Par exemple, ils sont certainement plusieurs milliers dans le palais impérial. Puis il continue avec ironie. L'empereur ne s'habille pas lui-même et se déplace dans la ville porté dans un lit comme un malade. Onégèse abandonne ses souvenirs et revient à la réalité. Moi, par contre, je m'étonne que vous n'ayez aucun esclave qui vous accompagne et que vous fassiez tout vous-même. J'ai beaucoup d'amis parmi les officiers de la garde impériale, qui sont aussi très gentils avec moi et me font souvent oublier ma situation sociale quand je suis avec eux. Personnellement, je ne peux espérer, d'après la législation romaine, être affranchi qu'après 30 ans. Attila s'étonne de se sentir un peu responsable de la destinée difficile de son professeur si compétent et sage. Il remarque que le jeune grec ressemble à son ami Essius qui a si bien su s'adapter à la vie de cavalier des steppes pendant ses années de séjour en Eunie comme un otage d'honneur. Après un court moment de réflexion, le prince se penche vers son enseignant, le regarde bien en face, les yeux dans les yeux. Tu peux devenir un homme libre bien avant. Je te propose de me suivre, quand je quitterai l'Italie, pour être mon conseiller. Onégèse réagit exactement comme Attila s'y attend. Merci mon prince. Mais je vous demande de ne pas annoncer vos intentions trop tôt. J'ai peur de perdre la confiance de l'empereur et d'être remplacé par un autre enseignant. J'essayerai de vous donner une formation approfondie et pratique, la plus utile possible au futur roi. La barque entre dans un canal qui joue le rôle de fossé rempli d'eau devant les murailles.
Attila sourit, les livres que je lis suscitent beaucoup ma curiosité. Que penses-tu du nouveau livre, Histoire Auguste, sur la vie des empereurs? Où avez-vous trouvé ce livre? Essius, qui est chargé de votre éducation, m'a recommandé d'utiliser comme source historique le livre d'Aurelius Victor, La vie des Césars. Pourquoi? C'était le manuel d'Honorius, son livre de chevet. En ce qui concerne le nouveau recueil, Histoire Auguste, je le trouve personnellement très intéressant mais énigmatique. Énigmatique? À mon avis, ce n'est pas un recueil des œuvres de plusieurs auteurs, ayant vécu à l'époque de Constantin, mais le livre d'un auteur contemporain. Pourquoi se cache-t-il? Car il expose les idées de l'aristocratie sénatoriale et son livre contient des critiques voilées des valeurs chrétiennes. C'est pourquoi l'auteur reste anonyme. Quelle histoire! Je vous demande de m'expliquer vos arguments pendant nos leçons. Attila et Onégèse font leur promenade matinale à cheval dans les environs mélancoliques de Ravenne et, accompagnés par quelques officiers de la garde impériale se livrent à la joie d'une course. Tu deviens vite un cavalier tout à fait excellent pour un Romain, crie le prince 1. Pour un Grec, le corrige Onégèse. Attila ralentit sa course, puis s'arrête et se tourne vers son professeur. Je voudrais te poser quelques questions et te demande de me répondre sincèrement car nous sommes devenus maintenant comme des amis. Excellence. J'apprécie beaucoup votre bienveillance et votre clémence car je ne suis qu'un esclave savant. Que penses-tu des relations entre les Romains, les Grecs et les autres nations de l'Empire? Moi, je suis un Grec et je peux dire sincèrement que l'identité grecque est insoluble dans l'Empire. Les Grecs continuent de considérer les Romains dans une certaine mesure comme des barbares. Pourquoi? La civilisation romaine est plus récente que celle des Grecs, explique Onégèse. Les Romains ne sont pas doués pour les sciences pures comme la philosophie et les mathématiques. Il hésite un peu avant d'ajouter, la cité romaine, pensent les Grecs, a été fondée par des vagabonds, des gens sans patrie. Certains reprochent ouvertement à la fortune d'avoir accordé au pire des barbares les biens des Grecs et attendent des jours meilleurs pour l'hellénisme. Attila regarde les fortifications de Ravenne, c'est une ville née de la peur. Les anciens Romains savaient intégrer les autres peuples dans leur État comme le font actuellement les Huns. Pourquoi maintenant sont-ils si méfiants par rapport aux Germains? Oui. C'est la peur des barbares qui fait qu'un empereur angoissé cache sa capitale parmi ces tristes marais dans cette ville sans gloire. Les Romains continuent de considérer les Germains comme leurs ennemis traditionnels, comme des barbares qui ne sont pas capables de s'intégrer dans la société romaine. La discussion sur les Romains et les barbares continue pendant la leçon d'histoire. Attila s'exclame, j'ai l'impression que tous les peuples, sauf les Grecs, sont traités par les Romains comme des barbares. Onège explique, le mot « barbare » désignait un étranger, pour les Grecs. La notion s'appliquait à toutes les personnes dont la langue est incompréhensible aux Grecs, Scythes, Perses, Égyptiens. Et aux Romains aussi? Demande vivement le jeune prince 1. Oui. Le bilinguisme était rare dans le monde grec avant la conquête romaine. Le terme qui avait à l'origine une valeur linguistique a évolué vers un sens péjoratif, désignant des personnes rustres, impitoyables et inhumaines car les Grecs avaient un complexe de supériorité, renforcé par les victoires militaires et accentué par l'émergence de la philosophie qui assoit le raisonnement et la clarté du discours. Attila confirme. C'est vrai que les Grecs ont vaincu de grandes armées perses, faibles sur les plans de la discipline et de la tactique. Onégèse précise, cependant, les rapports sont mitigés avec une fascination pour les barbares. Les Grecs sont conscients de l'ancienneté des civilisations orientales.
Un barbare hellénisé peut être considéré comme un grec. Maintenant par grec, les Romains désignaient en fait l'ensemble du monde oriental car la culture hellénistique est la langue grecque. S'était répandue en Orient lors des conquêtes d'Alexandre le Grand, sur des territoires tels que la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Puis il soupire. Le terme grec et oriental sont malheureusement depuis longtemps associés par les Romains à l'idée de ruse, de dévouement pour le luxe et la recherche du plaisir. Les peuples orientaux sont considérés comme efféminés pour des raisons à la fois militaires et de raffinement excessif. Attila rit. C'est drôle que maintenant les Romains soient considérés par les barbares, d'un point de vue militaire, comme dégénérés et de piètres soldats, puisqu'ils vivent selon le mode de vie des Grecs. Onégèse sourit et hoche légèrement la tête en signe d'accord et continue ses explications. Les Romains sont un peuple de juristes à la différence des Grecs qui sont philosophes et politiciens. Il y a presque 5 siècles, tous les hommes libres d'Italie sont devenus citoyens romains. Mais un étranger ou un provincial ne pouvait pas devenir avant longtemps un citoyen romain s'il ne parlait pas latin. L'empereur Caracalla a décidé d'accorder la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire. Depuis, on utilise le terme barbare pour désigner une personne née hors des frontières de l'Empire et qui n'est pas un citoyen romain ainsi que ses descendants qui n'ont pas demandé ou obtenu la citoyenneté romaine. Ce terme juridique est utilisé d'habitude avec une certaine fierté par les Wisigoths car ils ne veulent pas être confondus avec les Romains contemporains détestés par eux comme ayant un mode de vie indigne de vrais hommes. Pourtant on dit qu'Alaric n'aime pas ce terme. Pourquoi? Car le mot « barbare » a malheureusement dans le langage courant un sens péjoratif. Mais par quel mot veut-il remplacer le terme « barbare » ? Par « fédéré ». Je voudrais en conclusion citer Michel Loa. Attila se faisait beaucoup d'amis, cherchant systématiquement parmi les collaborateurs compétents dont il aurait besoin lorsqu'il retournerait chez lui, lorsqu'il serait le roi des Huns de Pannanie, lorsqu'il serait l'empereur de tous les Huns. Ainsi apprenait-il des Romains plutôt que de leur mère, leur histoire, celle de Rome et de Constantinople, leur passé et leur avenir. Parfaitement maître de lui, il discernait de plus en plus clairement, malgré son jeune âge, ce que le double empire romain attendait des barbares et plus particulièrement des Huns. Estimant toute Rome à leur aune, il élaborait sa politique.